Euh, ok. Bonjour à tous. Mon nom est Kim Sanson. Je travaille pour le Sport C'est pour la vie. Je suis située à Victoria, sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, mais je viens du Québec. Donc aujourd'hui, notre webinaire est surmonter ou éliminer les obstacles à la pratique du sport et de l'activité physique pour les nouveaux arrivants au Canada. Le Sport C'est pour la vie tient à remercier l'Agence de la santé publique du Canada pour son soutien financier. Ce webinaire est en format discussion avec deux panélistes. Donc, nous avons Sarah du club judo Kizeki et centre d'entraînement. Et nous avons aussi Ernest des ballons intensifs. Je vais leur poser quelques questions au cours de la prochaine heure et nous allons aussi réserver 15 minutes à la fin pour vos questions. Vous pourrez les demander en ouvrant votre micro ou en les écrivant dans la boîte de dialogue. Donc, nous allons commencer dès maintenant. Sarah, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler du programme que tu diriges? Oui, ben d'abord, bonjour à tout le monde, puis merci également de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Donc, moi, pour la petite histoire, j'ai été athlète de haut niveau pendant plus de 10 ans en judo, que j'ai commencé tardivement. Et donc, j'ai pu avoir 2 expériences olympiques, ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie, on va dire, de tous les jours. Mais autrement ça, j'ai toujours été très intéressée par le sport depuis que je suis petite. Et je suis donc une immigrante depuis 20 ans maintenant. Alors, je pourrais parler un peu plus par la suite de mon expérience personnelle, mais dans mon club de judo, ce qu'on a fait, c'est que on a été approché par la Fédération nationale de judo, Judo Canada, pour avoir un programme, d'ailleurs qui provient les fonds, c'est sport communautaire pour tous, donc c'est fédéral, pour pouvoir appliquer les nouveaux arrivants à travers le sport pour leur permettre d'un peu plus s'intégrer ici à notre société. Sarah, tu viens de figer. Donc, je peux vous présenter une vidéo pour montrer un peu plus Radio-Canada. Donc, je vais juste partager à l'instant. Ça sera pas. Ah. Donc, juste me faire un pouce en l'air si vous entendez pour être certain. Apprivoiser son pays d'adoption grâce à un sport de combat, c'est l'objectif d'un nouveau programme de la Fédération canadienne de judo qui a été lancé en mois d'août. Robert Frozy. Ils viennent de tous les pays à la recherche d'un monde meilleur. Le programme canadien de judo pour les intégrer, instauré depuis quelques mois, est de plus en plus une réussite. L'entraîneur Ernst Larac est bien conscient des enjeux. Originaire d'Haïti, il comprend ce que vivent les nouveaux arrivants. Je dis souvent, c'est le plus collectif des sports individuels. Donc, tu as besoin de quelqu'un pour avancer. Tu peux pas avancer tout seul. Tu peux pas faire du judo tout seul. Donc là, à partir de là, ils sont obligés d'échanger, ils sont obligés d'aller voir les autres. Et en ne rien de temps, mais ils font partie de la société. Sa femme Sarah a vécu au Gabon et les deux ont représenté leurs pays respectifs aux Jeux Olympiques. Pour Sarah, qui est arrivée au Québec il y a plus de 10 ans, le sport a été un formidable outil à l'intégration. Ça consiste à aller chercher les enfants entre 5 et 14 ans qui sont nouvel arrivants au Canada pour pouvoir s'intégrer à travers le sport. Le sport m'a beaucoup aidé à m'intégrer justement. C'était pas le judo tout de suite, mais j'ai fait beaucoup de volleyball et grâce à ça, j'ai pu m'intégrer plus rapidement, on va dire, dans la société québécoise. Maria et Alla sont arrivées d'Algérie il y a 2 ans. Pour elles, le judo leur a permis de s'intégrer plus facilement. Le sport, ça m'aide à bien m'intégrer. Et puis, je peux rencontrer plein d'autres gens qui pourront peut-être m'aider. La timide Isabella est encore triste d'avoir quitté Eliane en sa Colombie natale. Quand on lui demande ce que le judo lui apporte, J'ai pu avoir de nouveaux amis. c'est ça que ça t'apporte aussi, le judo, d'avoir des amis. Puis un jour, est-ce que tu veux faire comme les Jeux Olympiques judo, par exemple? Oui.
Et puis tu ferais ça pour qui? Pour la Colombie? Pour ma famille aussi. Le judo, je dirais encore plus, c'est un sport où il faut tomber plein de fois pour pouvoir se relever et maîtriser quelque chose. Donc, je trouve que c'est une belle analogie avec la vie réelle. Ça permet aux jeunes de comprendre que c'est pas à cause des difficultés qu'il faut rester au sol, se relever. Et le judo aide vraiment dans cette façon-là. Ici Robert Frozy, Radio-Canada, Montréal. Alors, voilà, donc pour ma part, ça présente un peu le programme. Et si je peux rajouter, grâce à ce programme-là, on offre une année de judo gratuitement, donc aux nouveaux arrivants. Les critères sont vraiment très ouverts, on va dire. Il faut simplement être nouvel arrivant. On se demandait, ben, c'est quoi un nouvel arrivant? Depuis combien de temps il faut qu'il soit là pour être considéré nouvel arrivant? Puis on nous disait à peu près 2, 3 ans, c'était encore bon. Donc, on a pu aller chercher pas mal de personnes de cette manière-là. Puis, on leur offre également le Judogi, donc ce qu'ils portent, et les affiliations à Judo Québec et Judo Canada, ce qui amène également une assurance avec ça. Donc, au niveau économique, on pourra le voir par la suite, là, au niveau des barrières, mais ça aide vraiment la participation. Merci beaucoup, Sarah, c'est très inspirant. J'ai une question pour toi. Est-ce que le programme mélange, est-ce que des personnes qui sont originaires du Québec aussi dans le programme, qui sont mélangées avec les nouveaux arrivants, ou le programme est vraiment juste spécifiquement pour les nouveaux arrivants? Bien, le programme est spécifiquement pour les nouveaux arrivants au niveau du financement, mais nous, il se greffe aux gens de notre club. Donc, il se mélange avec des Québécois ou des Québécois d'adoption qui sont déjà là depuis plus longtemps. Donc, ça permet une mixité de tous les horizons. Super, merci. Donc, comme je disais, très, très inspirant. Et il y a un autre programme aussi que je connais depuis plusieurs années, que j'aime beaucoup, donc les ballons intensifs avec Ernest. Ernest, est-ce que tu veux te présenter un peu et nous parler de ton programme? Bonjour à tous, très heureux d'être ici aujourd'hui. Mon nom c'est Ernest Edmond et je suis le cofondateur et présentement directeur général de l'organisme Les Ballons Intensifs. En gros, les ballons intensifs, c'est l'engagement jeunesse via le sport. Puis un de nos premiers programmes qui roule depuis maintenant 15 ans, c'est les camps d'été LBI, qui allient sport, engagement jeunesse et culture. Puis on est axé sur l'accessibilité et la qualité du service offert et la facilité aussi de prendre part à l'activité. Donc, comment ça se déroule? On utilise des espaces extérieurs comme les parcs. On a commencé avec du basketball, puis dernièrement, on a fait des projets pilotes avec le soccer. C'est 6 semaines. C'est gratuit. On ne demande pas de renseignements par rapport aux revenus. Si tu habites dans le quartier ciblé, qui est comme considéré défavorisé, tu as accès et tu dois respecter les engagements donnés. Puis, en fait, j'aimerais ça vous présenter une vidéo pour voir et sentir l'énergie un peu. Donc, si vous me permettez, je vais faire comme Sarah et vous partager mon écran. Dans un instant. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui.
En fait, je ne sais pas si vous voyez le vibe, c'est vraiment, on est beaucoup à l'extérieur, on est dans plusieurs arrondissements à Montréal. On a fait des projets pilotes à Laval, Longueuil et à Québec, à Limoilou aussi. Puis en tant que tel, c'est que ce qu'on a réalisé, c'est que ce n'était pas l'effet premier, mais dans les zones en milieu défavorisé qu'on intervenait, ben, il y a beaucoup d'immigration. On a beaucoup de jeunes issus de l'immigration, première génération, deuxième génération, etc., qui prennent part à l'activité. Puis on a appris plusieurs choses qui facilitent l'intégration, qu'on aimerait bien présenter aujourd'hui quand ce sera le moment. Mais l'accessibilité et la qualité du produit offert est très importante aussi dans notre apprentissage. Puis je pourrais aller plus en détail un peu plus tard. Merci Ernest. Est-ce que tu peux spécifier, ça fait combien de temps que ton organisation est présente à Montréal? Je pense que ça fait plusieurs années. Oui, ben en fait, de façon informelle, c'est depuis 15 ans. Mais l'histoire derrière, ben moi, je suis né en Haïti. Je suis arrivé au Québec à 6 ans, grandi à Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal. Puis, ayant été au secondaire, etc., après mon secondaire, un de mes plus jeunes cousins m'a demandé de l'entraîner au basketball. Puis, on a décidé d'aller très tôt le matin au parc à 6h30 jusqu'à 10h30 environ. Puis après ça, j'allais travailler. Puis là, d'autres jeunes du quartier se sont rajoutés. Puis moi, tu sais, j'achetais des ballons, tout ce que j'offrais à mon cousin. Donc, j'ai acheté un bon ballon, des collations, puis on allait faire des activités ensemble. Toutes les jeunes qui se rajoutaient, mais on les intégrait aussi dans la programmation. Puis, en fait, après des années, c'était 30 jeunes dans le parc, des jeunes qui venaient d'autres arrondissements qui venaient aussi. Puis, on s'est mobilisés pour créer une organisation dans l'objectif de maintenir, de faire un programme gratuit et en offrant le meilleur service que possible en se basant sur tous les autres programmes sportifs où tu payais 1000, 2000 dollars pour y participer. Donc là, c'était la base de notre projet. Puis en cours de route, on a réalisé qu'il fallait intégrer la partie engagement jeunesse parce qu'on trouvait que nos jeunes, les jeunes qui participaient à nos programmes étaient marginalisés sur plusieurs aspects. Puis nous, notre solution pour faciliter la cohésion communautaire et l'intégration, ça passait par l'engagement jeunesse. Genre, je reviendrai en détail là-dessus, mais c'est ça. C'est ça le début. C'est ça. Donc, tu viens de nous parler un peu. Donc, ça nous amène à notre deuxième question qui est quels sont les obstacles que rencontrent les nouveaux arrivants que vous soutenez dans votre programme et comment vous les avez surmontés? Si tu peux expliquer un peu plus en détail. Moi ou je peux y aller? Toi et toi. OK, c'est bon. Ben, en fait, l'une des premières barrières qu'on voit, c'est il y a la barrière culturelle et la langue. Ensuite, il y a la barrière financière. Qui sont comme les plus importants pour avoir le pied, donc à l'intérieur du programme. Donc, nouveau arrivant, ne connaît pas beaucoup le milieu, ne parle pas la langue, ne connaît pas les opportunités. Il y a aussi les barrières culturelles. Dans certaines origines, c'est beaucoup plus focus sur l'éducation au lieu du sport. Aussi, beaucoup de difficultés à permettre aux filles de participer au sport. Donc ça, c'était au départ, c'est la première barrière qui empêche à venir ou à essayer de participer à l'activité. Nous, ce qu'on a réalisé qui aidait, c'est que il fallait comprendre le quartier, savoir ben, c'est quel type d'immigration qu'on a dans le quartier, quel type de jeunes qu'on a. Après ça, les jeunes amenaient d'autres personnes. Ça veut dire ils amenaient, par exemple, on a commencé avec des jeunes haïtiens, vraiment là, directement, parce que ça a commencé avec mon cousin qui a amené un ami qui est aussi haïtien, puis lui, il a amené un Congolais, qui lui a amené un Algérien, qui lui a amené, et après ça, ils ont amené les filles. Donc, avoir l'espace pour que le bouche à oreille, amener des amis, ça a beaucoup aidé. Ensuite, ce qui aidait aussi, c'est la facilité de l'inscription.
En fait, on a besoin du nom, prénom, information de base. Puis après ça, c'était une approche où on discute avec le parent, on les appelle, on les rencontre, on essaie de trouver quelqu'un qui parle la langue pour expliquer. Puis le fait que tout le monde autour de l'organisation était issu de l'immigration aussi facilitait. Soit quelqu'un parlait créole, soit quelqu'un parlait espagnol, soit quelqu'un parlait lingala. Donc, ça aidait aussi durant les rencontres de parents. Puis, c'est ça. Et puis, le fait que souvent, quand tu arrives au pays, tu peux vivre des barrières financières. Le fait que le programme soit accessible, no questions asked, ça a aidé aussi à, je vais essayer parce que ça ne coûte pas grand-chose, ce n'est pas un poids sur mon budget. Puis après ça, le fait que les jeunes soient là ensemble, ça motivait aussi à venir, puis qu'ils avaient des jeunes qui, soit deuxième génération ou qui étaient arrivés de beaucoup plus longtemps avant eux, ça facilitait aussi se sentir à sa place et venir également. Donc, il y a beaucoup, donc, ce que je comprends, c'est que c'est beaucoup adapté. Donc, on va essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir parler la langue, rendre le processus le plus simple possible. Sarah, est-ce que tu as rencontré des obstacles un peu similaires et si oui, c'est comment que tu les as résolus? Moi, en fait, j'ai eu mes propres obstacles à moi, mais j'ai voulu regarder un peu c'était quoi au niveau de la littérature. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites là-dessus pour le milieu du sport et du loisir? Et je suis arrivée sur un point très important qui m'a permis peut-être de comprendre un peu plus les obstacles qu'on peut rencontrer, c'est qu'il y a deux modèles qui sont préexistants dans notre société québécoise, qui est le modèle de multiculturalisme puis d'interculturalisme. Donc, dans le premier, c'est plus le modèle, on va dire, canadien, des accommodements raisonnables, il y a un petit peu on va dire, un enjeu au niveau de la liberté individuelle versus la liberté de la communauté, de la société en général, et dans le modèle interculturel qui est plus celui que le Québec prône. C'est celui où on veut avoir une certaine mixité, donc que les personnes qui arrivent ici on va dire, ils s'intègrent quand même dans l'autre modèle, mais font un peu plus partie de la société, on va dire, québécoise euh, pour les autres personnes. Et les obstacles, donc, sont différents en fonction de chacun. Et dans le modèle multiculturel, ce qui est positif pour les immigrants qui arrivent ici, c'est que ils vont aller vers, je pense, Ernest, c'est peut-être un peu plus ce qui s'est passé dans ton cas, ils vont plus aller vers leur communauté. Et donc, de cette manière-là, c'est plus facile pour eux d'aller vers des activités qui vont leur permettre de s'intégrer plus facilement dans la société. Mais des fois, ça va être peut-être qu'ils vont plus rester, on va dire, dans leur communauté et peut-être pas à long terme plus s'intégrer à la société québécoise. Et dans l'autre, le modèle québécois de l'interculturalisme, ce qu'on voit comme point positif, c'est justement que ça va permettre de mieux connaître comprendre les codes et les pratiques de la société d'accueil, autant pour l'immigrant, le nouvel arrivant, que pour les Québécois. Parce qu'il y a une certaine mixité qui va permettre à chacun d'essayer de comprendre la vie de l'autre personne, d'où elle vient. Et donc, suite à ça, justement, ça génère des obstacles. On l'a parlé au niveau des barrières économiques, les barrières culturelles. On ne veut peut-être pas forcément aller vers des personnes qu'on ne connaît pas. Puis également, souvent, c'est dans le portrait dernièrement,
on a beaucoup de demandeurs d'asile, donc ben, ils ne vont pas forcément avoir la même langue que nous, donc le français. Et donc, la barrière linguistique, je dirais que moi, ça a été peut-être quelque chose de plus présent dans mon projet, mon programme à moi, d'aller chercher ces gens-là. Moi, j'avais traduit en différentes langues ce que j'offrais pour essayer d'aller chercher le plus possible ces communautés-là. Ils se sentaient un peu plus, on va dire, accueillis pour venir vers nous. Également, ben, on en a parlé, la barrière économique, le fait d'offrir quelque chose gratuitement, ça aide beaucoup à prendre une décision d'aller au-delà de la timidité, on va dire, d'aller à la rencontre des Québécois qu'on ne connaît pas forcément. Puis, c'est qu'il y a une sous-représentation donc, de certaines minorités ethniques dans les organisations qui veulent offrir leur programme à cette communauté-là. Ils n'ont pas vraiment envie d'aller vers des personnes qui ne les ressemblent pas. Donc, souvent d'avoir des bénévoles, ça peut être justement des nouveaux arrivants qui, eux, comprennent, ben, pas nouvel arrivants, mais des immigrants, on va plutôt dire, qui, eux, sont déjà passés par là. Ben, ça va permettre d'attirer les nouveaux arrivants parce qu'ils vont avoir une meilleure représentativité des gens qui vont ils vont s'identifier à eux. Donc, si on veut regarder dans le modèle interculturel, je pense que c'est vraiment de mettre en place des mesures pour aller à l'encontre des communautés immigrantes, nouvelles arrivants, de cette manière-là. Donc, tu as parlé de traduire tes documents dans différentes langues pour être capable de rejoindre différentes personnes. Est-ce qu'il y a d'autres façons que de traduire, mais aussi, ça m'amène à la question, c'est comment que tu vas chercher tes participants? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que tu fais des campagnes de promotion? Est-ce que tu es en contact avec d'autres organisations? Juste pour avoir une meilleure idée, si on a des organisations ici qui aimeraient rejoindre les nouveaux arrivants, Oui. ce serait quoi des astuces ou des façons de procéder? Mais c'est ça, pour pouvoir avoir le programme, bénéficier du programme qu'on offrait, ça prenait d'être associé, on va dire, avec un organisme qui dont leur mission, c'est d'aider les immigrants et les nouveaux arrivants. Donc, on avait identifié la maisonnée, puis on avait eu leur appui et donc, ils étaient supposés nous fournir, on va dire, une certaine clientèle. Sauf que quand est venu le moment, c'était silence radio. Alors, j'ai dû me trouver des solutions rapidement pour essayer justement d'aller rejoindre moi-même les communautés. À ce moment-là, c'était beaucoup les Ukrainiens qui arrivaient en masse suite à la déclaration de guerre en Ukraine. Donc, d'aller dans les églises ukrainiennes, ça a vraiment aidé. Mais je dirais que c'est surtout d'utiliser Facebook, les publicités. Donc, vraiment cibler sur Facebook, on peut cibler certaines communautés particulièrement. Donc, moi, j'y allais vraiment, on va dire, j'ai oublié c'était quoi exactement, mais par exemple, nouvel arrivant vient d'Ukraine. Vient d'Haïti, des personnes qui viennent de tel pays. Donc, à ce moment-là, ça allait cibler des personnes sur Facebook dans une zone géographique, bien entendu, autour de mon centre. J'ai eu beaucoup de réponses de cette manière-là. Et sinon, après, par la suite, ça a été aussi un peu de bouche à oreille. C'est la première année qu'on a fait le programme. Donc, éventuellement, je pense que ça sera de faire beaucoup de terrain. Je pense que c'est ce qui va rejoindre le plus les nouveaux arrivants. Puis également, c'est du contact. Donc, pour eux, c'est plus sécurisant, je pense, pour s'engager dans quelque chose avec des étrangers, on va dire.
puis aussi, ce que tu as dit un peu plus tôt, avoir des bénévoles, donc des bénévoles qui viennent vraiment de différents pays, ça doit rassurer, mais c'est aussi, ces personnes-là peuvent faire du bouche à oreille et emmener d'autres personnes. Exactement, oui. Ernest, je vais te poser un peu la même question. Donc, tu avais parlé du bouche à oreille, mais est-ce que tu as d'autres suggestions que les organisations ici pourraient utiliser pour aller chercher les différentes communautés? En fait, une chose qui fonctionne très bien avec nous, c'est que dans les quartiers, arrondissements où on intervient, on collabore beaucoup avec les différents députés au niveau fédéral qui, eux, sont en charge des dossiers de l'immigration. Donc, ils ont quand même un bon pouls de c'est quoi les vagues d'immigration dans leur région. Ils viennent souvent, c'est souvent un des premiers répondants quand les personnes ont besoin d'assistance ou de renseignements. Donc, communiquer avec les députés fédéraux de son quartier, son arrondissement, son secteur, aide aussi pour passer différents messages d'inscription ou d'aide. Après ça, travailler avec différents organismes. La clé pour nous, c'est les écoles. Un de nos organismes prioritaires et partenaires dans tous les quartiers où on intervient, c'est les écoles primaires et secondaires parce que ça reflète vraiment l'écosystème, la communauté avec, bon, tu vas le savoir tout de suite en visitant une école secondaire, les classes d'accueil, tu vas le ressentir que tout d'un coup, il y a une vague d'immigration d'Ukrainiens, tout d'un coup, il y a une vague d'immigration colombienne. Tu vas le ressentir tout de suite. Donc, les écoles sont des partenaires clés idéaux quand on veut cibler certains types de jeunes. Et les maisons des jeunes aussi, parce qu'ils sont c'est des services très accessibles, de proximité aussi, et ça peut devenir de style de premier répondant où les jeunes vont circuler et participer à différentes activités. Donc, nous, on place, si on a des affiches à mettre, on va les mettre dans les écoles, dans les maisons des jeunes, et on va le mentionner à nos conseillers de ville, aux députés provinciaux et fédéraux pour ça. Après ça, une des bonnes choses aussi, c'est qu'une fois que tu commences à avoir des gens de différentes nationalités issus de l'immigration, c'est de le dire et de le mentionner que on en veut plus, puis ils sont accueillis. Après ça, dans nos affiches, nos vidéos, on voit vraiment une diversité d'individus qui peuvent participer. Comme ça, ils se sentent plus accueillis. Puis par la suite, c'est vraiment ça le bouche à oreille fait le reste du travail en tant que tel. Puis une chose que j'oublie qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des block parties dans les quartiers où on intervient. Puis on va faire genre des potlucks où on va démontrer qu'on a un intérêt pour la culture en général. Puis souvent, une bonne porte d'entrée, c'est la nourriture. Et qu'on va faire des block parties où les gens ramènent ou représentent une nourriture de leur pays d'origine et on partage l'information avec les différents partenaires. Puis là, ça crée comme une atmosphère où comme ah ben, je me sens valorisé, j'aime ça. Puis après ça, un lien fort se crée avec l'organisme. Puis ça facilite aussi la participation, l'inscription pour les participants et les parents. Ce n'est pas la première fois que j'entends que la nourriture est vraiment une très bonne porte d'entrée pour attirer des participants. Je pense que c'est pour tout le monde. S'il y a de la nourriture gratuite, les gens vont y aller. Sarah, je pense que tu as une question.
Oui, ben, j'avais une question pour Ernest, justement, parce que bon, moi, je pense que le quartier est différent. C'est pas vraiment un quartier défavorisé, donc c'est moins cette clientèle-là. Alors, je voulais savoir, c'était quoi ton point d'entrée dans les écoles? Parce que j'ai tenté de contacter les écoles, le centre de service scolaire, et personne n'était prêt à m'aider. Alors, je me dis que peut-être ça peut être le cas pour d'autres personnes ici dont les quartiers ne représentent pas forcément de milieux défavorisés pour pouvoir aller s'implanter dans les écoles. Comment tu as fait? Mais moi, j'ai plusieurs stratégies. La première, c'est j'essaie pas de rentrer en contact directement avec la direction ou le président du conseil d'établissement. J'essaie de rentrer en contact avec quelqu'un de plus accessible en lien avec le domaine dans lequel j'interviens. Exemple, on va écrire au responsable des sports, on va appeler à la secrétariat, puis on va dire, j'aimerais parler à la personne responsable des activités sportives de l'école pour une rencontre pour parler du programme. Deuxièmement, vu qu'on a une présence aussi quand même assez importante dans le quartier, euh, les jeunes portent beaucoup nos chandails, nos ballons, on offre des ballons aux jeunes aussi. Notre image de marque circule beaucoup dans le quartier, ça aide. Puis le fait qu'on travaille avec la Maison des jeunes, les maisons des jeunes qui sont déjà des acteurs bien ancrés avec les écoles secondaires et primaires, mais ça facilite aussi, on te présente quelqu'un. On nous présente, puis on est en partenariat avec X, Y, Z, ça facilite. Et le troisième point, c'est que de manière plus stratégique, nous, on intègre les conseils d'établissement des écoles secondaires dans les quartiers où on intervient. Donc, ça veut dire qu'il y a une équipe il y a soit un parent qui nous connaît, un membre de l'équipe, un bénévole, qui siège sur le conseil d'établissement des écoles des quartiers où on intervient. Parce qu'il y a des sièges communautaires de représentants de la communauté. Je pense, techniquement, selon la loi, il se supposait en avoir 2. Donc, le fait d'être présent aussi, puis qu'on parle de différents enjeux, de qu'est-ce qui se passe, ça facilite aussi, ça ouvre des portes en tant que tel, parce que là, tu rencontres des parents, tu rencontres la direction, tu rencontres les enseignants. Nous, ça facilite nos relations vraiment pour la mise en œuvre de nos programmes, pour le recrutement. Et c'est ça, en fait, c'est pas mal ça qu'on fait en tant que tel. Je te remercie. Je viens d'apprendre beaucoup de choses de mon côté et j'imagine que ça va être aussi très utile pour toutes les personnes présentes. Donc, merci à vous deux. Il nous reste seulement quelques minutes avant la période de questions, donc je vais passer à notre prochaine question, qui est comment pouvons-nous démanteler ces barrières d'un point de vue de changement systémique? Donc, on a parlé de plusieurs barrières aujourd'hui. Si on parle d'un point de vue systémique, est-ce que vous avez des idées de comment que ça pourrait être fait? Sarah, est-ce que tu veux commencer cette fois-ci? Oui, ben moi, personnellement, je pense que ça doit venir ce qui sont les plus proches, on va dire, des citoyens, c'est les municipalités. Puis les municipalités reçoivent beaucoup de fonds pour des projets divers. Et selon moi, ça serait d'avoir justement quelque chose de disponible pour les nouveaux arrivants, puis vraiment étiqueter les nouveaux arrivants pour pouvoir également par la suite contacter des organismes qui vont aider là-dedans. Et je pense que de rendre accessible, premièrement, les fonds va faire en sorte qu'il y aura peut-être plus d'initiatives, mais également de montrer comment le faire, puis de parler simplement comme on vient de le faire, des barrières, d'avoir une courte présentation, formation qui se relie avec le financement, de s'assurer que, parce que j'avais déjà vu dans une ville, ils avaient organisé quelque chose de gratuit, un programme vraiment super, mais ils n'avaient personne. Personne ne répondait à leurs demandes. Donc, ce ne serait pas seulement d'offrir de l'argent, mais d'offrir du support technique pour justement avoir des outils concrets, comme Ernest l'a montré tantôt, d'avoir plein
d'idées de comment aller chercher cette clientèle-là. Je pense que ça serait une bonne première étape pour aller de l'avant par la suite pour aider à intégrer les nouveaux arrivants grâce au sport. Donc, tu parles de travailler directement avec les municipalités, de rendre les fonds accessibles, puis que ces municipalités aient des fonds qui sont disponibles, mais aussi avoir des formations. Est-ce que tu connais une municipalité au Québec qui le fait déjà et qu'on pourrait Non, bien honnêtement, quand j'avais fait mes demandes d'information, j'avais été voir donc les 3 niveaux, les 3 paliers gouvernementaux, municipal, provincial, puis fédéral. Donc, fédéral, c'était déjà le programme que nous, on utilise. Au niveau provincial, on nous avait donné, il n'existe rien spécifiquement pour les nouveaux arrivants. Par contre, il y a des fonds disponibles, on va dire, pour des projets. Donc, un organisme national ou provincial qui va faire une demande peut rentrer dans ces critères-là. Puis au niveau municipal, personne ne m'a jamais répondu. Alors, je pense que ça serait de creuser peut-être un peu plus du côté municipal parce que je reste persuadée qu'ils ont des fonds disponibles là-dessus. Puis peut-être du côté de Ernest, dans les arrondissements où tu es présent, peut-être que justement, toi, tu as connaissance de programmes financiers qui aident du côté de la ville, je ne sais pas, mais de mon côté, non. Ernest, tu es sur mute. Ah, OK. Ben, en termes, effectivement, au niveau municipal, c'est très difficile en matière de fonds parce que même nous, tu sais, au départ, c'était beaucoup plus des subventions fédérales par rapport à tout ça pour le sport. Donc, au municipal, c'est effectivement un peu plus difficile. Donc, ce qui nous a poussé un peu à travailler avec des organismes qui sont déjà ancrés et qui reçoivent des subventions annuelles. Donc, pourquoi tu sais, les maisons des jeunes sont importants comme alliés pour nous. Euh, donc, oui, il y a vraiment un enjeu par rapport au fonds. Donc, au municipal, c'est peu d'argent redistribué à beaucoup de personnes. Puis, si tu n'es pas dans les bonnes places au bon moment, ben, tu ne recevras pas de fonds. Puis c'est beaucoup de représentation qu'il faut faire. Donc, en tant qu'organisation, il faut faire un choix. Souvent, c'est est-ce que je fais de la représentation plus au niveau local, provincial ou fédéral? Nous, au départ, on a décidé de mettre notre énergie auprès des instances fédérales pour obtenir des fonds parce qu'on trouvait ça beaucoup plus facile pour nous. Mais il y en a d'autres qui focusent vraiment sur le municipal. Donc, je suggère si tu as un programme qui se déroule dans plusieurs endroits, à plusieurs moments, peut-être miser plus le provincial et le fédéral, mais si tu as un organisme ancré qui offre un point de service unique dans ton arrondissement, donc là, viser plus le municipal, ça aiderait. En termes de changement systémique, je pense que on doit aller vers le scaling deep, où il y a un changement de culture, d'approche de culture à avoir, où souvent on associe des programmes accessibles à des programmes de piètre qualité. Souvent, les programmes accessibles, gratuits, manquent de ressources pour justement aller à briser certaines barrières. Si tu as très peu d'argent, mais là, tu ne peux pas mettre de l'argent sur la traduction, sur adapter, avoir plus de personnel compétent, outillé pour mieux intervenir parce que c'est de l'intervention. Tu arrives avec des gens aussi avec un bagage, donc des traumas peut-être dans certains cas. Comment on fait pour leur offrir un service de qualité qui réponde à leurs besoins? Puis aussi, je pense qu'il faut prendre la peine d'écouter aussi, pas avoir une approche bénéficiaire, mais comme client, parce qu'il y a une grande différence. Client, on s'adapte à son client, à sa réalité, à son mode de vie. Puis bénéficiaire, des fois, on a tendance à imposer une approche où c'est ça qu'on t'offre, puis
c'est mieux que rien, dans le fond. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cette idée que c'est mieux que rien, mais qu'ils méritent d'avoir le meilleur service que possible pour qu'ils s'adaptent mieux, puis que leur intégration se fasse bien, puis que ça facilite euh, la participation citoyenne dans un sens. Puis je pense que c'est pour ça que aller dans le scaling deep, changer la culture, la façon de faire dans les organismes terrain pour viser qualité des services, accessibilité, puis adaptabilité aussi, qui est très difficile. Ernest, je ne sais pas si c'est juste moi, mais le mot que tu as utilisé, scaling deep, je crois que c'est la première fois que je l'entends. Est-ce que tu peux, est-ce qu'il y a un mot en français pour ça? Est-ce que tu peux l'expliquer un peu plus en détail? Ben, il y a comme quand on fait un programme scaling up, tu vas aller joindre le plus de personnes que possible sur le plus de territoires que possible. Souvent, ça nuit à la qualité du service offert, mais tandis que Scaling Deep, c'est plus aller vers changement de culture, d'approche pour mieux desservir, puis avoir un impact plus grand, mais axé plus sur la culture organisationnelle, les approches, le changement d'idéologie. Puis ça aussi, ça aura un impact dans l'écosystème. Par exemple, c'est bien beau qu'on offre, par exemple, dans notre cas, des camps partout au Québec, mais si finalement, c'est au détriment de l'intégration des nouveaux arrivants, mais on a un travail à faire d'emblée pour regarder, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on doit changer dans l'approche, dans la culture organisationnelle, dans la culture aussi, dans la culture québécoise aussi? Est-ce qu'il y a des notions, des approches euh, qui sont au détriment de l'intégration? Puis après ça, de voir comment on peut les attaquer, puis comment on peut apporter un changement. Je pense aussi il faut penser à ça également dans la mise en œuvre de projets, puis dans le départ de programmes aussi. Est-ce que tu es capable de m'en parler un peu plus en détail? Donc, tu parles d'approches qui sont peut-être détrimentales. Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu peux en parler? Puis peut-être comment chacun d'entre nous pourrait faire quelque chose pour les changer? Bien, et exemple, quand on a une mixité, nous, par exemple, on a des nouveaux arrivants qui viennent d'arriver au pays. C'est comment intervenir par rapport aux moqueries. Il y a les moqueries des jeunes Québécois, mais des moqueries aussi des jeunes qui sont de la même origine, qui proviennent du même milieu, mais qui sont là au Québec depuis plus longtemps ou qui sont nés ici. Comment on met un cadre pour faciliter cette intégration-là aussi? Comment on fait pour que la personne se sente bien? Des fois, on va pas y penser, mais la musique dans nos événements, la nourriture, l'approche, la formation offerte aussi aux intervenants. Donc, on parle de beaucoup de nouveaux arrivants ukrainiens qui proviennent de milieux peut-être, ils ont eu des traumas importants. Est-ce que, sachant que ils n'ont pas de ressources nécessairement en arrivant, comment on adapte notre programmation à ça? Comment on collabore avec d'autres organismes pour faciliter leur intégration? Est-ce que des fois, on va tendance pour l'intégration imposer une activité qui est considérée plus comme de la terre d'accueil, mais comment on fait? Nous, par exemple, on utilise les sports pour lesquels les jeunes issus de l'immigration ont de l'intérêt. Par exemple, ils nous ont demandé du basket et du soccer, mais c'est ça qu'on offre. Puis à travers ça, on amène à d'autres activités qui est plus culturellement parlant, propice au Québec. Donc, il y a ce soit-là où on ne veut pas forcer, mais vraiment dire, ben, toi, tu as besoin de quoi pour ton intégration? Ça facilite puis ça aide aussi. Ça, c'est excellent. C'est pas la première fois que j'en entends parler que certains sports qui sont perçus différemment. Donc, par exemple, le hockey, etc. Donc, commencer avec des sports qui les intéressent et ensuite leur présenter doucement d'autres possibilités sportives. C'est une très, très bonne idée. Oui? C'est bon. Même dans l'approche, de parler, les formations
les formations sont très importantes des intervenants parce que des fois, on va dire des choses, puis agir d'une certaine façon qui, euh, ça peut créer des barrières culturelles où finalement le parent il veut plus que son enfant soit là, où l'enfant se sent pas à l'aise. Puis ça peut être des trucs tellement anodins, mais on s'en rend même pas compte. Merci, Ernest. Donc, il reste environ 10 minutes. Je pourrais continuer à poser beaucoup de questions, mais j'aimerais laisser la parole à nos participants. Si vous voulez demander des questions à nos deux panélistes, vous pouvez ouvrir votre micro, vous pouvez lever votre main, vous pouvez l'écrire dans la boîte de dialogue. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans notre webinaire aujourd'hui? Moi, je sais attendre un peu. Parfois, ça prend du temps avant que quelqu'un soit capable de trouver les boutons pour ouvrir leur micro ou leur caméra. Est-ce que j'ai des questions? Ou l'écrire? Sinon, on peut peut-être leur demander c'est quoi eux, leurs barrières qu'ils ont pu rencontrer, puis ça serait quoi leurs besoins justement au niveau formation ou système qui pourrait les aider, eux, à aller vers la clientèle des nouveaux arrivants. Excellente idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait en parler? Parfois, on a un public un peu... OK, on a Sylvie Lamontagne qui dit « Merci de votre partage, Sarah et Ernest. » On a aussi Kion qui dit merci pour votre partage. Dans les services de soutien auprès des immigrants, la musique, la culture, la nature, des projets de médiation culturelle sont des outils courants, mais pas encore dans le sport. Il faut mettre le sport sécurisé en contact avec le métier. J'ai une question de Sylvie. Oui, bonjour. Je me demandais, Sarah ou Ernest, si vous aviez eu des contacts avec, parce que je sais que vous êtes plus à Montréal, là. Moi, je suis en banlieue à Laval, mais quand même, si vous aviez eu des contacts avec votre unité régionale de loisirs et de sport, l'URLS, et si eux ont des programmes peut-être qui pourraient rejoindre ce niveau-là. Parce que je sais que nous, à Laval, il y a des programmes qui sont en train de se mettre en place de ce côté-là. Ben moi, j'ai pas pris contact avec l'URLS, mais je sais qu'effectivement, il y a justement des programmes provinciaux qui sont accessibles de subventions pour les URLS. Donc, c'est à eux d'appliquer. Puis, je pense qu'ils sont en train présentement de mettre quelque chose en place dans l'Est de Montréal plus. J'avais parlé avec le directeur de Sport Montréal. Donc, je pense que c'est peut-être plus quelque chose de projet pilote, j'imagine, qu'ils veulent faire dans l'Est de Montréal. Mais on va dire pour la clientèle des nouveaux arrivants, des projets, des programmes disponibles, moi, personnellement, j'en ai pas encore vu. Ben, en fait, c'est beaucoup axé sur la précarité financière. Que autre chose. Donc, il y a pas beaucoup de programmes qui sont axés sur vraiment l'accueil des nouveaux arrivants où on a des fonds spécifiques. Souvent, ça se joue, tu sais, jeunesse, milieu défavorisé. Puis, souvent, tu comme, ça va d'emblée dans un sens, mais il y a aucun qui met le focus sur ça présentement, d'après moi, là. Puis, mais je pense que c'est bien qu'on commence à en discuter, puis c'est bien qu'on voit le sport comme un outil d'intégration et de cohésion communautaire qui est très fort, je dirais. Tu sais, moi, à mon arrivée ici, on jouait au soccer dans le parc, mais on allait jouer au hockey dans la ruelle aussi l'hiver. Sortir dehors l'hiver, c'est le sport qui m'a permis de sortir dehors l'hiver en tant que tel pour aller jouer au hockey avec des amis, apprendre à patiner. Donc, c'est quand même fort pour le tout, mais ce n'est pas assez mis de l'avant, je crois. Donc, on a un travail à faire pour ça, pour que ça soit financé, pour que ça soit valorisé comme outil. Merci. Merci, Ernest. Merci, Sarah. On a une autre question.
C'est mon tour. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. C'est pas tout à fait des questions, mais je suis contente tellement parce que ça fait 12 ans que je suis arrivée au Québec, plus que 12 ans, mais ça fait 12 ans que je suis installée en région dans la Merci-Notre-Monde, au centre du Québec. Mais tout ce que vous avez partagé, c'est tellement intéressant, mais je pense qu'il y a plusieurs choses ça fait aussi plusieurs années que j'ai travaillé dans l'immigration comme chargée de projet pour valoriser la migration, etc. Mais à mon avis, il y a comme il y a une question de système. Parce que ici, quand on parle de sport, est-ce que c'est le sport ou c'est le loisir? Donc, il fallait, si vos activités concernent ou votre club de sport, c'est comme un sport professionnel dans le sens, c'est pour ça rentrait dans le système ici au Québec et qu'on doit payer cher, c'est les parents qui payent pour envoyer les enfants pratiquer X sport pour arriver à un certain niveau. Mais ici, c'est quand on parle de sport comme un outil d'intégration ou de facilitateur, c'est quand vous parlez de nouveaux arrivants, c'est plutôt avec des organismes d'accueil qui ont l'accès auprès de cette clientèle et aussi qui ont toutes ressources pour aller chercher ces personnes-là. Donc, au Québec, il y a 14 villes qui accueillent des réfugiés. Et puis, mais les travailleurs qualifiés, ça voyage comme ils veulent. On n'a pas de contrôle dessus. Mais les organismes d'accueil, vous pouvez retracer ces organismes d'accueil dans le site du MIFI. Et puis encore là, si à Montréal, c'est une réalité. Moi, je suis en région, c'est une autre réalité. Et c'est pas tout à fait pareil, mais j'y crois vraiment que le sport, c'est le sport et le loisir. Ce que j'ai appris ici au Québec, c'est on ne met pas les deux ensemble. C'est comme Madame Lamontagne a mentionné que sport, loisir, loisir, sport, c'est comme il y a la foi n'est pas tout à fait pareille. Donc, moi, je vois aussi parce que j'ai travaillé pour j'ai travaillé avant en France pour l'Agence pour l'éducation par le sport. C'est une agence en France qui utilise le sport, qui a développé le sport comme un outil en employabilité, aussi en résoudant des problèmes sociaux. Donc, eux, ils ont développé beaucoup d'outils en France, mais c'est sûr, ils ont développé depuis, ça fait 25 ans, il existe, et ils ont développé un grand réseau. Ils ont eu le soutien du ministère du Travail, etc. Mais ici, au Québec, on n'a pas la même, je veux dire, même vision envers le sport. Probablement, ça cause aussi le système en arrière, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Que je voulais dire aussi que moi, j'ai aussi pas étudié, mais j'ai vu que j'ai travaillé en immigration, j'ai monté aussi des projets en médiation culture. C'est comme j'ai mentionné tantôt dans le message qu'il n'y a pas seulement le sport. Je pense qu'il y a aussi le message, comment on va passer le message auprès de l'ensemble des secteurs, des facteurs, quand on reçoit la formation. Ici, quand je parle sport, moi, le projet que j'ai monté comme Multivital, à l'époque, quand je suis arrivée, c'est mon premier projet monté, mais j'ai parlé sport, 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 et les gens, comme c'est pas la même perception. Mais il fallait que je change. C'est après 3 ans que j'ai changé la façon de dire que c'est loisir. Mais dans le sport, il y a quand même un sport haut niveau. Admettons, dans mon projet multivital, j'ai comme réussi à voir un jeune, mais qui a eu des difficultés à poursuivre son parcours scolaire à cause de son âge. Quand il est arrivé au Québec, il avait 16 ans, 17 ans, et puis c'est comme entre secondaire et cégep. Mais avec la difficulté dans l'apprentissage de français, il n'a pas pu rentrer, comme suivre ou réussir son parcours, son secondaire pour pouvoir rentrer en cégep. Du coup, en région, on n'avait pas tant de soutien que ça. Donc, le jeune a été comme orienté vers une formation comme, comment on l'appelle, s'adapter, dans adaptation.
mais qui ne répond pas du tout à ses besoins actuels. Mais au final, c'était avec le soccer, le sport. Le soccer, il a pu réussir à rejoindre un autre groupe. On était en contact avec des intervenants avec le club de soccer ici à Drummondville. Donc, il a pu comme travailler sur ses compétences sportives et puis développer. Et c'est là qu'il a réussi à son intégration. Mais il voit même dans le pratique professionnelle, donc c'est vraiment, il voit ça comme sa carrière. Mais ça fait un moment que je n'ai pas eu de contact. Mais vous voyez qu'il y a parmi la clientèle, là, j'ai fallu que je change le mot, parmi la population issue d'immigration, il y a aussi il y a le sport haut niveau, il y a beaucoup de potentiel, là. Moi, je le voyais aussi parce qu'en France, c'était comme ça. Et c'est ça. Et puis, il y a deux choses différentes, ce que je voulais vous partager. Ouais. Merci. Sarah, Ernest, des commentaires? Ben, Ouais, vas-y, Sarah, vas-y. en fait, moi, je comprends ce que vous avez partagé, mais je pense que ça devient on va dire, une responsabilité que tous et chacun on aurait, parce que on est tous, ben, pour ma part, puis je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes convaincus que le sport est un superbe moyen d'inclusion et pour propulser les jeunes vers un meilleur avenir, on va dire. Euh, je pense qu'on a tous et chacun une propre responsabilité à peut-être se partir nos propres programmes. Si ça ne vient pas d'en haut, c'est peut-être à nous de le faire comme Ernest l'a fait. Nous, c'est grâce à la Fédération nationale qui a mis en place ce projet-là. Donc, peut-être aussi de vous rapprocher auprès de vos fédérations, peu importe que ce soit du loisir ou du sport. Il y a toujours des regroupements pour qu'eux, ils mettent en place quelque chose pour vous, pour que vous puissiez aller vers cette clientèle-là. Puis autant pour les enfants venant de milieux défavorisés, on a des programmes en place, mais on peut aussi en faire pour les nouveaux arrivants. Donc, moi, j'ose espérer que chaque personne qui sont présentes ici vont peut-être vouloir faire des démarches personnelles pour pouvoir monter quelque chose ou aller vers les institutions qui pourraient les aider pour mettre en place un programme pour y aller à travers le sport. Ernest, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Ben, en fait, si on veut que ça marche, c'est d'y accorder une priorité, une place aussi, là. Des fois, donc, si vous êtes là, si vous avez une sensibilité par rapport à ça, maintenant, c'est de réfléchir comment on peut le mettre sur place. Puis souvent, nous, chez LBI, on pense toujours à la phase. Quand on a une idée, même si elle est grande, on pense toujours à la façon la plus simple que possible de la mettre en œuvre. Puis à partir de là, tout se joue. Donc, c'est quoi la façon la plus simple que possible d'intégrer des nouveaux arrivants? Fait que ça nous dit penser, puis de voir à travers notre programmation, nos projets, organisations, comment on peut mettre ça sur pied. Dans notre cas, à nous, la façon la plus simple et plus facile de le faire, c'était de mener un programme extérieur. Donc, on n'avait pas à payer de gymnase. C'est ça la façon la plus simple, d'utiliser des bénévoles pour la mise en œuvre, de réduire le nombre de semaines au départ, le temps qu'on trouve du financement et qu'on s'organise. Puis après ça, c'est d'avoir une sensibilité, puis avoir le désir de sonder pour offrir le programme. Je pense que si on fait ça, ben là, ça ne sera pas parfait, mais on commence quelque part, puis ça peut apporter ses petits bienfaits, en fait. C'est ça, c'est pas mal ça. Sarah, Ernest, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi au nom de Le Sport c'est la vie. J'ai adoré ma discussion avec vous aujourd'hui et je suis certaine que tout le monde a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Il est ici 11h03, donc probablement 14h03 au Québec. C'est la fin de notre webinaire.
J'ai une dernière question qu'on peut répondre. Y a-t-il une durée de programme suggérée? Dans, Pour fait, commencer un programme, j'imagine. ben, ça dépend de vos ressources, là. Mais le plus longtemps que possible, tu sais, quand on parle d'intégration, d'inclusion, le plus longtemps que possible, le mieux c'est. Tu sais, dans notre cas, on a offert quelque chose, c'est du lundi au vendredi, mais tu sais, au départ, on avait des bénévoles pour, puis après ça, on a eu du financement pour. Mais si c'est une fois semaine, une fois par mois, en autant qu'il y a une constance selon vos ressources, tu sais, ça fait du bien. Euh, anyways, là. Mhm. Moi, de mon côté, c'est annuel, donc ben, annuel, on va dire la saison, c'est de septembre à juin. Donc, de cette manière-là, je trouve qu'on peut avoir un meilleur portrait à la fin de cette saison-là, de qu'est-ce que ça a pu avoir comme impact. De toute façon, on le voit visuellement, vous l'avez vu dans le reportage, la petite Isabella, elle parlait presque pas, elle comprenait pas vraiment le français. Puis le reportage a été fait, je pense, 3 mois après. Et on voyait déjà qu'elle était capable de beaucoup plus communiquer en français avec nous, puis être avec des personnes, ça la force à aller justement vers les autres, puis vers une langue qui n'est pas la sienne. Donc, je pense que le plus longtemps que possible, comme Ernest a dit, mais je crois que c'est bien de peut-être réévaluer aux 3 mois, aux 6 mois ou à l'année. Ernest, Sarah, nous allons envoyer l'enregistrement à tout le monde qui a participé. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on partage vos adresses courriels si on a des personnes qui aimeraient vous contacter pour avoir du soutien et demander des questions? Oui, aucun problème de mon côté. Oui, moi, ça me va aussi. Okay, super. Donc, on va faire ça encore une fois. Merci beaucoup. C'est la fin de notre webinaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et vous allez avoir accès à l'enregistrement et au courriel de nos deux panélistes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Donc...